Stéphane Nivet est historien, délégué général de la LICRA. Ses travaux portent sur Lyon et sa région durant la Seconde Guerre mondiale. On lui doit notamment les ouvrages « Vous étiez belle pour l'éternité » avec Alain Jakubowicz en 2022, Jean Moulin, L'inconnu de Lyon en 2023. Il a aussi participé à la rédaction de L'histoire politique de l'antisémitisme, publié chez Robert Laffont en 2024. Samedi 15 novembre 2025, Stéphane Nivet était à la librairie Ombre Blanche lors d'une rencontre autour de son livre 1987, le procès de Klaus Barbie, juger le crime contre l'humanité, publié aux éditions Midi-Pyrénéennes, en conversation avec Didier Foucault, directeur de la collection cette année-là. Bonjour mesdames, messieurs. Donc nous allons tout faire comme nous le faisons régulièrement à propos de la publication de nouveaux titres de notre collection cette année-là. Aujourd'hui, recevoir un de nos auteurs récents, mais à la différence des autres fois, il ne s'agit pas d'un auteur qui écrit sur Toulouse, à proprement parler, mais puisqu'il représente, disons, le démarrage de notre collection à Lyon. C'est Stéphane Nivet, dont je vais dire quelques mots. La collection cette année-là, certains d'entre vous la connaissent, d'autres peut-être pas. C'est une collection qui a été créée il y a maintenant 7 ans à Toulouse. Et une grande partie d'ailleurs de notre catalogue, environ 45 titres, se rapporte à l'histoire de Toulouse à partir d'une date. Mais depuis plusieurs années, nous nous sommes développés dans notre ville, à Strasbourg, à Bordeaux, à Nantes, à Clermont-Ferrand, à Lyon, donc récemment, ainsi qu'à Paris et à Bastia. Donc ce modèle, disons, que nous avons proposé pour aborder l'histoire d'une ville à partir d'une date, se développe et nous en sommes ravis. Et il nous a semblé que la nature du livre de Stéphane Nivet, qui se rapporte au procès Barbie, bien sûr, avait une résonance qui dépassait bien la ville de Lyon et qui intéressait, bien sûr, surtout dans un contexte comme celui que nous vivons, qui pouvait intéresser des personnes de nombreuses villes et notamment de la nôtre. Donc Stéphane Nivet, je vais le présenter rapidement. Et il a été délégué général de la LICRA et il est l'auteur surtout d'un certain nombre d'ouvrages centrés sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans la région lyonnaise. Il a notamment écrit avec Alain Jakubowicz, dont nous reparlerons, puisque ce fut un des avocats qui participa au procès Klaus Barbie, Vous étiez belle pour l'éternité, puis un livre sur Jean Moulin, L'inconnu de Lyon, et avec Sylvie Altard, il a écrit Les Justes parmi les nations, et il a participé à l'histoire récemment, ce sont des livres récents, tous entre 2022 et 2025, à l'histoire politique d'antisémitisme. Donc ce petit livre, bien sûr, s'inscrit dans le cadre de ses recherches et s'intitule 1987, le procès de Klaus Barbie, juger le crime contre l'humanité. Donc peut-être avant de démarrer ce dialogue qui sera poursuivi bien sûr avec vous à la fin de cette séance, peut-être quelques mots pour rappeler Klaus Barbie, quel a été son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale à Lyon. Merci Didier pour cet accueil, merci à la librairie Ombre Blanche et à Bernard d'avoir organisé cette rencontre. Avant de répondre à ta question, j'ai fait de l'histoire moderne et on disait au XVIIIe siècle Paris pour voir, Lyon pour avoir et Toulouse pour savoir. Alors je suis content d'être à Toulouse pour donner un peu de lustre à cette maxime que j'ai toujours trouvée très belle. Et donc je suis très heureux d'être là. Klaus Barbie, évidemment, est resté dans les mémoires pour le procès. Donc on connaît surtout Klaus Barbie à travers sa fin, c'est-à-dire ce procès de 1987, mais son activité sur laquelle je reviens un peu, c'est celle finalement d'un nazi assez... j'aime pas employer le mot banal, parce que le concept de banalité a été l'objet de controverses, notamment avec Hannah Arendt, mais c'est plutôt quelqu'un d'archétypal dans ce qu'il est d'un officier nazi typique. C'est un enfant du fanatisme, il est né en 1913 et il fait partie de cette génération d'Allemands
qui, dans les années 30, a été complètement absorbé et a adhéré au nazisme et a fait l'ensemble de sa carrière professionnelle, politique dans l'organisation nazie. Il a d'abord été espion, c'est pas un militaire, j'y reviendrai. C'est quelqu'un qui a été formé pour le renseignement. Il écumait les bars de Berlin au milieu des années 30, notamment lors des Jeux Olympiques de 1936, pour traquer les communistes. Donc il a commencé au SD, le service de renseignement nazi, puis ensuite, la guerre arrivant, il a effectué un court service militaire et il a été affecté. Son premier poste important, entre guillemets, a été à Amsterdam, où il a fait partie. On a pu le reconstituer ensuite lors du procès de 1987. Les grandes rafles qui ont été commises contre les Juifs d'Amsterdam ont été faites à l'initiative, et il a participé activement à ces rafles. Et ensuite, ce qui lui a valu, entre guillemets, sa notoriété, c'est évidemment son activité à Lyon. Il a été en poste à Dijon, il a été espion dans le pays de Gex, mais enfin il arrive à Lyon au moment de l'invasion de la zone dite non occupée, de la zone préoccupée, comme disait Pierre Dac, et qui arrive le 11 novembre 1942 à Lyon, au moment où l'ensemble du territoire va être occupé par les Allemands. Au moins une partie, parce qu'il y a une zone d'occupation italienne qui va avoir un rôle aussi dans l'histoire de la maison d'Isieux, j'y reviendrai. Et Barbie va être chef de la section 4, ce qu'on appelle la structure, l'opinion commune, on parle de la Gestapo pour aller plus vite, mais la structure nazie de répression politique s'appelle la SIPO-SD, et au sein de la SIPO-SD, il y avait un certain nombre de sections qui étaient organisées de manière thématique, et lui était en charge de la section 4. La section 4 était chargée de la répression des Juifs et des résistants. Il y a d'autres sections qui étaient chargées de la répression économique, des sections de renseignement pur, voilà. Lui était chargé de la section 4, qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a gardé sous le nom de Gestapo, mais la Gestapo est un morceau d'un ensemble plus vaste de répression nazie. Donc il n'était pas le chef de l'ensemble de l'appareil de répression à Lyon, mais il était chef de la structure la plus engagée dans la répression dans la région, et son périmètre géographique correspondait à l'ancienne région Rhône-Alpes, auquel vont être ajoutés, après donc l'invasion de la zone sud, un morceau de la Saône-et-Loire et le Jura, donc ce qui se trouvait au sud de l'ancienne ligne de démarcation. Et donc il va mener une politique de répression intense, violente, dans toute la région et principalement à Lyon. Et son activité criminelle, qui va durer à Lyon donc du 11 novembre 1942 jusqu'au 22-23 août 1944, va engendrer environ 14 000 victimes, ce qui n'est pas rien. C'est sans doute l'antenne de la SIPO-SD, qui était rattachée directement aux structures SS à Paris, c'est l'antenne qui a sans doute eu le plus d'activité en termes de répression en France, du fait à la fois de la très grande présence de la communauté juive, notamment après la mise en place de la ligne de démarcation, puisque à l'été 1940, en 1939, on a environ 4000 juifs dans la grande région lyonnaise. Après la mise en place de la ligne de démarcation, et pour des raisons que vous comprenez bien, de ne pas vouloir vivre sous occupation allemande, on a 40 000 juifs. Et donc, évidemment, la répression a été beaucoup plus violente parce qu'il y avait aussi beaucoup plus de juifs à arrêter. Et donc, ça a donné à Klaus Barbie un rôle particulier. Et puis, il y a la présence des maquis dans la région, la répression des Glières, la répression du Vercors. C'est aussi les équipes de Klaus Barbie et de son chef Werner Klabb qui l'ont mené. Donc c'est une activité criminelle très courte, finalement, novembre 42, août 44, mais avec des conséquences considérables. D'accord. Et donc, après la guerre, donc en août 44, c'est la libération de Lyon. Que devient Barbie, disons, jusqu'au moment où on commence à refaire parler de lui, c'est-à-dire autour de 1970. Il y a une longue période pendant laquelle il y a une parenthèse de Barbie qui se fera d'ailleurs appeler Klaus Altmann, même pendant une partie de sa vie. C'est l'histoire d'une fuite, puisqu'il n'a pas...
Il a évidemment, quand il a quitté Lyon, il s'est d'abord réfugié en Allemagne. Il a vécu d'ailleurs dans des conditions assez difficiles puisqu'il n'avait plus de vie civile, plus de travail. Donc il s'est caché et puis il a eu l'opportunité de retrouver un ancien camarade de Dijon qui l'a fait rentrer dans les services secrets américains. Et donc ça va être pour lui évidemment une aubaine. On se trouve dans le contexte d'une Allemagne qui est occupée par les Alliés, avec une obsession qui est désormais celle des Alliés américains, anglais et en partie français, qui est la question communiste et de la guerre froide. Et donc les Américains décident de recruter d'anciens nazis pour mener des missions d'espionnage et de surveillance des communistes dans les parties occupées, essentiellement américaines et anglaises pour Barbie. Et donc il va devenir agent de renseignement. Parallèlement à ça, il est poursuivi en France. La justice, et je voudrais rendre quand même hommage, parce qu'on a le sentiment de loin que la France a laissé partir ses nazis sans rien faire. Barbie a été jugé 2 fois, en 1952 et en 1954, par le tribunal permanent des forces armées, qui était compétent pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, j'y reviendrai. Et pour avoir consulté le dossier, c'est un dossier qui fait près de 15 000 pages, on peut dire qu'ils se sont donné du mal pour instruire ce dossier, pour documenter les crimes de Barbie, pour essayer de le retrouver. Et on l'a retrouvé. En 1948, on sait où est Klaus Barbie, notamment lors du procès de René Hardy, qui est donc ce résistant du réseau Fer de combat, qui a été accusé d'avoir dénoncé Jean Moulin. Et lors de ce procès, Hardy demande, les avocats, et puis même le parquet, voit bien qu'il y a un personnage important dans l'affaire, c'est Barbie. Et on demande aux autorités américaines de l'extrader. Elles refusent, mais elles autorisent. Des policiers français, des commissaires de police français vont aller en Allemagne, auditionner à 5 ou 6 reprises au cours de l'année 48 Klaus Barbie, sous escorte américaine. Il va venir témoigner, il va repartir libre, protégé par des Américains. Donc on sait où il est. Et où il y a eu un défaut, à mon avis, c'est pas la justice française qui a fait son travail. L'enquête des dossiers de 52 et 54, elle est conséquente. C'est au niveau politique, évidemment, où la France n'a pas obtenu des Américains la décision de l'extradition. Et là, il y a eu un défaut, sachant que les Américains ne voulaient pas rendre à un pays dont le premier parti était le Parti communiste au résultat aux élections, un ancien agent qui était chargé de la répression anticommuniste. Donc ça fait partie de l'équation. Et donc Barbie, jusqu'en 1951, est espion américain. Et puis les choses vont se compliquer d'abord parce qu'il y a une médiatisation du procès Hardy et de tout ce qui va se passer autour de cette affaire. Et puis le nom de Barbie va réveiller un certain nombre de victimes qui vont dire on veut son extradition. Et dans les archives, j'ai retrouvé notamment la ville de Saint-Claude dans le Jura, où toute la ville de Saint-Claude a fait des pétitions publiques. Le conseil municipal a voté des vœux pour demander l'extradition de Barbie, puisque Barbie s'était rendu coupable d'un massacre sur la place de Saint-Claude, où il avait rassemblé tous les hommes de Saint-Claude en répression du fait qu'il était de notoriété que la ville de Saint-Claude nourrissait, soutenait les maquis du Haut-Jura et de l'Ain, et donc Barbie a fait assassiner tous les hommes qu'il a trouvés sous sa main à Saint-Claude. Donc Barbie devenait quand même gênant pour les Américains, et en 1951, ils décident de le lâcher, mais avant de le lâcher, ils décident de lui permettre de s'enfuir. Et donc avec la complicité de l'Église catholique et de la Croix-Rouge, Barbie va pouvoir s'enfuir en Amérique du Sud avec un sauf-conduit établi par un agent du Vatican et un tampon de la Croix-Rouge, considérant que Barbie, devenu Klaus Altmann, était un réfugié qu'il fallait aider à rejoindre l'Amérique du Sud. Et donc c'est dans ces conditions qu'il va se retrouver en Bolivie. Alors la Bolivie, quand même, pour ces réfugiés allemands et notamment nazis, ce n'est pas n'importe quel pays d'Amérique latine. Non, les pays, alors l'Argentine et la Bolivie ont été... alors d'abord, il y a eu une population allemande dans ces pays-là, mais antérieure à la Seconde Guerre mondiale, et notamment, c'est ça qui a été terrible en Bolivie et en Argentine, ces colonies allemandes étaient surtout peuplées de réfugiés qui avaient fui le nazisme. Et on s'est retrouvé avec une deuxième vague d'arrivées allemandes, mais cette fois de nazis, avec, on a des descriptions parfois assez terribles de réfugiés qui avaient fui le nazisme, qui ont vu arriver des compatriotes
dont il savait quel était l'horizon idéologique. Donc c'était pas d'ailleurs, voilà. Barbie, Altman, donc, s'est retrouvé travailler à un moment donné dans une entreprise juive. Et son premier emploi, et d'abord il a choisi le nom, il y a un débat là-dessus, mais Altman, il l'a dit une fois, mais le problème de Barbie, c'est il a menti beaucoup, il a aussi voulu se donner un rôle qu'il n'a pas toujours eu dans un certain nombre d'affaires, mais il aurait dit dans un de ses entretiens lors de son arrestation que le nom de Altman était le nom du grand rabbin de Trèves où il avait grandi, et donc il avait voulu se dissimuler. Est-ce qu'il a voulu se faire passer pour juif? Je ne sais pas. En tout cas, son employeur était juif, effectivement. Et il va d'ailleurs racheter la scierie dans laquelle il va travailler à cet employeur. Et oui, il se mêle et il se fond. Il entretient l'ambiguïté sur la question de savoir pour quelle raison véritablement il se retrouve là-bas. Et surtout, il va être très vite repéré, une fois qu'il aura une existence sociale, par le pouvoir, par la junte militaire qui va prendre le pouvoir en Bolivie, et il va devenir un auxiliaire de police et de renseignement de la dictature jusqu'à son extradition en 1983. Il va devenir un cadre du régime, il va former la police politique bolivienne aux méthodes sinistrement connues à Lyon, mais les méthodes d'interrogatoire, de torture, d'arrestation. Voilà, il a servi de formateur au cadre de la dictature bolivienne, lui assurant la délivrance de la nationalité bolivienne et une protection du régime. Et donc c'est au moment où le régime va s'effondrer qu'on va pouvoir enfin l'extrader. Voilà, parce qu'il a quand même été repéré, disons, autour des années 70, et il y a eu toute une série de tentatives pour le faire rapatrier en France, qui ont été bloquées pendant un temps, justement, par le contexte politique bolivien, qui a changé, et aussi en France, il y a eu des changements politiques. Donc, vous pouvez refaire un peu cette histoire des années 70-80 ? L'élément déclencheur, c'est que d'abord, je le dis souvent, mais le procès Barbie, c'est un miracle judiciaire. Et ce miracle a été déclenché par Beat Klarsfeld. Sans Beat Klarsfeld, il n'y a pas de procès Barbie. D'abord parce que les Klarsfeld avaient lancé depuis déjà plusieurs années, avant de se consacrer au cas Barbie, avaient lancé des opérations contre d'anciens nazis en Allemagne avec les jeunes de la LICRA. Ils étaient allés repérer des anciens adjoints de Barbie également. Et donc c'est grâce à eux. Et une instruction avait été menée en Allemagne contre Barbie, et un juge à Munich en 1971 décide de la classer sans suite, comme dans de nombreux cas où la justice allemande a considéré que ces crimes commis en France ne la regardaient pas. Et Beat Klarsfeld, apprenant ça, décide de débarquer à Lyon. Elle va voir un personnage qui va jouer un rôle important dans cette affaire, qui s'appelle, je veux le citer parce que c'est Gabriel Marcel Rivière, c'était le rédacteur en chef du Progrès, le journal lyonnais, qui était un ancien résistant qui a été déporté. Et il a tout de suite... Les premiers articles consacrés à Barbie, c'est dans le Progrès de Lyon. Il date du 29 juillet 1971. C'est une interview de Beat Klarsfeld où elle dit, voilà, il y a un cas, un type là. D'ailleurs, il se trompe de nom, il appelle Barbier. On veut il faut absolument qu'il soit extradé et jugé, il faut qu'on le retrouve. Et à partir de ce moment-là, les Klarsfeld vont se mettre en quête de retrouver Barbie, et ils vont y arriver. Puisqu'à partir du moment où ils vont médiatiser le cas Barbie, des informations vont leur remonter, notamment avec des complicités dans le corps des ambassadeurs, du côté du Quai d'Orsay, où des gens savent que Barbie est en Bolivie. Et donc ils vont le loger avec l'aide de Ladislas de Hoyos, qui était journaliste sur la première chaîne. Et en février 72, ils vont le loger. Ladislas de Hoyos va faire cette fameuse interview où pour la première fois en France on va revoir l'image de Barbie, et qui va marquer le début de la fin pour Barbie, puisque il va l'interviewer au ministère de l'Intérieur bolivien sous bonne garde, et donc il va tomber dans le piège de Ladislas de Hoyos. Pour l'anecdote, Ladislas de Hoyos avait payé l'interview, donc j'ai retrouvé les archives de Ladislas de Hoyos, et l'ORTF à l'époque a dû faire un chèque. D'ailleurs, ils ont un peu tiqué parce que ça a coûté quand même un peu d'argent. Mais il voulait avoir l'exclu de l'interview de Barbie, et il va le piéger. Il devait parler uniquement en espagnol, et au bout de 2 ou 3 questions, il se met à parler en allemand.
Et là, les Boliviens n'osent pas arrêter l'interview, mais ils voient bien qu'il se passe quelque chose. Et au bout de 3-4 questions, il lui pose une question en français, alors qu'à l'époque, la stratégie de Barbie Altman, c'était de dire « Vous vous trompez, c'est un homonyme. Vous faites erreur sur le bonhomme, c'est pas moi. J'ai été soldat de la Wehrmacht, mais je suis jamais allé en France. Je parle pas français. » Et là, il lui pose une question en français, et Barbie tombe dans le piège, il répond. Il répond parce qu'il parle très bien français. D'abord, en plus, il avait grandi sous occupation française. Bon, bref, quand on a occupé la Rhénanie. Donc, voilà. Et donc, il se fait piéger, et il se fait piéger notamment quand Ladislas de Hoyos lui tend une photo de Jean Moulin pour lui demander s'il connaît cet homme-là, et Barbie ne fait pas attention. Il met ses empreintes sur la photo, et Ladislas de Hoyos les fait comparer avec l'empreinte qu'il avait laissée sur son passeport de la Croix-Rouge, qu'on avait retrouvé, celui de 1951. Et là, on voit que c'est le même homme. Et là, il faut rendre hommage à la télévision française qui a organisé une confrontation en direct quasiment, parce qu'on a passé le reportage. Et sur le plateau à Paris, on avait Simone Lagrange, qui était une victime de Barbie. On avait le docteur Dugoujon, qui était le médecin qui a abrité la Réunion de Caluire, où Jean Moulin était arrêté, donc lui avait vu Barbie. Et on avait Raymond Aubrac, qui était en duplex depuis Rome, puisqu'il travaillait à la FAO à l'époque. Et tous, formellement, identifient Klaus Barbie. Et à partir de là, Barbie va changer de stratégie, il va dire qu'il est Klaus Barbie, mais se sachant à l'abri et inextradable, il va faire plein d'interviews pour se vanter de tout ce qu'il a fait. Jean Moulin, pour lui, c'était un soldat auquel il reconnaissait l'honneur de s'être battu. Bon, il a compris que la notoriété de Jean Moulin allait ressurgir sur lui, donc il en a profité pour être dans la lumière. Et il a fallu attendre 2 conditions, c'est que la France élise un président de gauche et que la Bolivie mette fin à la junte militaire. Et donc la conjonction de ces 2 facteurs va permettre qu'au cabinet de François Mitterrand, Régis Debray, qui connaît bien la Bolivie, pour d'autres raisons. Et qui avait essayé, je crois, d'enlever aussi. Voilà, ouais, j'ai oublié. Il y a eu, au début des années 70, quand ils ont logé Barbie, il y a une tentative d'enlèvement. Ils ont voulu faire comme pour Eichmann, mais avec des moyens associatifs. C'est-à-dire que ce n'était pas le Mossad. Et ça a foiré lamentablement parce qu'ils n'ont pas été très bons. C'était Serge Beat Klarsfeld. Ils ont pris un avion depuis le Chili. Ils se sont posés à la frontière avec le... Bon, ça a été... Et ils prennent une bagnole. Ils roulent vers la Bolivie et ils se prennent un troupeau de lamas. Et donc je dis toujours que ce lama a permis à Klaus Barbie d'avoir 10 ans de plus de liberté, puisque ils ont arrêté l'opération. La voiture était complètement... L'accident était grave, hein, voilà. Et ils ont arrêté l'opération. Mais ce qui joue un rôle important, c'est que dans ce commando pour enlever Barbie, il y a un homme qui s'appelait Gustavo Sanchez Salazar, qui est devenu vice-ministre de l'Intérieur quand la gauche a pris le pouvoir en Bolivie. Et donc Régis Debray connaissait très bien, ils étaient dans la même bagnole au moment du lama. Et donc l'un se retrouve vice-ministre de l'Intérieur en Bolivie, l'autre conseiller du président de la République. Et donc là, ils organisent, ils monnaient, il faut le dire aussi, la Bolivie nous a pas rendu gratuitement Klaus Barbie, il y a eu un accord, sachant qu'en plus, Régis Debray et Serge Klarsfeld, qui me l'a rappelé il n'y a pas très longtemps, on ne peut pas dire que François Mitterrand a été d'un grand enthousiasme non plus à l'idée que la Seconde Guerre mondiale refasse la une des journaux en France. On en comprendra plus tard pourquoi, mais il a laissé faire. Bon. Et puis il y avait Robert Badinter dans les parages aussi, et j'y reviendrai. Et donc c'est à ce moment-là qu'on trouve un prétexte commercial, d'un litige commercial. Il avait une dette, on le met en prison, et là on constate que, comme il avait acquis la nationalité bolivienne sous une fausse identité, il est déchu de sa nationalité bolivienne, et donc il est sans papier, et on l'expulse. On le met dans un avion, et l'avion a la bonne idée de faire une escale pour faire le plein en Guyane française. Et quand il se pose en Guyane, le procureur de la République, avec 2 gendarmes, vont notifier à Klaus Barbie le mandat d'arrêt international qui avait été émis à Lyon par le juge Riss quelques mois plus tôt. Et donc, c'est une autre histoire qui va commencer. Alors, l'autre histoire, en fait, c'est aussi une histoire juridique pour savoir, en fait, sous quel motif, sous quel chef d'inculpation juger Barbie. Et là, ça va poser toute une série de questions qui ont eu des résonances importantes dans l'histoire du droit français et international. Ça va poser beaucoup de questions. D'abord parce que Barbie a été condamné 2 fois, en avril 52 pour le Jura
avec son chef Werner Knabe, condamné à mort par contumace, et condamné en novembre 1954. Condamné à mort par contumace, c'était le procès de ce qu'on a appelé la Gestapo de Lyon. Ils étaient nombreux à être jugés, condamnés à mort, mais le principe du droit veut qu'on ne juge jamais. D'abord, le contumace doit être jugé dans les 20 ans qui suivent sa condamnation si on veut pouvoir le rejuger. Donc il aurait fallu rejuger au plus tard Klaus Barbie en 1974. Après 1974, on ne pouvait pas le rejuger pour les faits du contumace de 52 et de 54. Donc ça, ensuite, on ne peut pas juger une personne 2 fois pour les mêmes faits. Donc on ne pouvait pas invoquer les éléments du dossier de 52 et de 54 pour le renvoyer de nouveau devant une juridiction. Le problème, c'est que les crimes de guerre étaient prescrits à ce moment-là, en plus. Le seul outil juridique de pouvoir juger Barbie, c'était de convoquer le crime contre l'humanité qui avait été rendu imprescriptible par la loi de décembre 1964 et qui permettait de renvoyer quelqu'un jusqu'à son dernier jour devant une juridiction. Sauf qu'il fallait trouver des crimes contre l'humanité qui n'avaient pas fait l'objet d'instructions et de poursuites lors des procès de 52 et de 54. Et c'est là que le travail des Klarsfeld va être admirable, puisque c'est eux qui vont fournir la documentation, qui vont mener l'enquête aux côtés du juge Reiss, et ils vont retrouver 3 dossiers pour lesquels Barbie n'a pas été jugé et qui sont éligibles à la définition du crime contre l'humanité, qui ne sont pas des crimes de guerre, qui n'ont pas été jugés, qui ne sont pas prescrits. Ces 3 faits sont simples. C'est la rafle de la rue Sainte-Catherine, donc dans les locaux de l'Union générale des Israélites de France, qui a été commise le 9 février 1943, là où Barbie a arrêté notamment le père de Robert Badinter et l'a envoyé à Sobibor. C'est la rafle des enfants d'Isieux du 6 avril 1944, où Barbie va rafler 44 enfants et leurs 7 accompagnateurs qui étaient cachés à l'époque en zone italienne. Quand ça va passer en zone allemande, évidemment, il va procéder aux arrestations et tout le monde, sauf une, Léa Feldblum, vont finir à Auschwitz ou dans d'autres camps. Et c'est le convoi du 11 août 1944, puisque, en bon nazi qu'était Klaus Barbie, le 11 août 1944, pour vous donner une idée, Patton est à Chartres, c'est-à-dire que la guerre est perdue. La région parisienne n'est plus accessible depuis Lyon. Et il décide quand même de vider la prison Montluc qu'il avait réquisitionnée pour enfermer tous ceux qui l'arrêtaient, et il décide de vider et de faire un dernier convoi, le 11 août 1944. La moitié de juifs, alors j'aime pas la terminologie parce que les étiquettes ne reflètent pas la réalité, mais la moitié du convoi de personnes arrêtées comme juifs, parce que parmi eux il y avait aussi des résistants, et la moitié de personnes arrêtées comme résistants. Et donc il y a 650 personnes qui sont rassemblées dans la cour de la prison Montluc et qui sont mises dans un train. Le train ne peut pas passer par Paris. C'est le seul convoi français qui est allé directement à Auschwitz, Ravensbrück et le Struthof selon la typologie des détenus, sans passer par Drancy, sans passer par Paris. Et ce convoi a été évidemment terrible. Il a mis 13 jours pour arriver jusqu'à Auschwitz. Bon, voilà. Et donc ce sont ces 3... La moitié d'ailleurs des gens qui étaient dans le convoi sont morts avant d'arriver. Voilà, parce que il y a eu des scènes terribles, le train a fait des allers-retours avec les bombardements alliés, le train n'a pas pu, mais ils se sont obstinés, c'est-à-dire que ce train n'aurait jamais dû arriver à Auschwitz. Ils ont fait une première étape en Alsace pour que les hommes résistants soient envoyés au Struthof. Ils ont scindé le train en 2, une partie, les femmes résistantes sont parties à Ravensbrück, et tous les juifs sont partis à Auschwitz. Avec un témoignage au procès Barbie qui était terrible d'une des rescapées du train, qui raconte quand ils se sont arrêtés en gare de Stuttgart, et Raymond Rhein qui raconte ça, c'était terrible. Les Allemands avaient été tellement conditionnés à l'antisémitisme et au nazisme que c'était le moment, au mois d'août, il y avait des colonies de vacances. Ça peut paraître complètement dingue, mais en août 1944, on envoyait, et les gamins crachaient sur le train. Et ça l'avait marqué de voir ces gamins qui savaient même pas ce que c'était qu'un juif, et voilà. Ils avaient été tellement conditionnés que quand ils ont su que c'était un convoi de déportés juifs, ils ont craché sur le train, et cette image m'a toujours troublé sur la fanatisation d'un peuple et le conditionnement idéologique qu'on peut faire sur une population.
Et donc là, c'est le chef d'inculpation de crime contre l'humanité Donc qui là, a été retenu et qui a permis de relancer la machine judiciaire. En revanche, il y a eu, sur les deux premiers crimes, j'allais dire, il n'y a pas photo, c'est un crime contre l'humanité. Sur le dernier crime, il y a eu une discussion juridique qui a été terrible entre les parties civiles, puisque le juge d'instruction, Riss, qui a fait un travail absolument formidable en seulement 3 ans d'instruction, a rejeté les constitutions de partie civile des résistants qui étaient dans le train. Il n'a retenu que les constitutions de partie civile des juifs, considérant dans une définition stricte du crime contre l'humanité que le résistant n'était pas éligible à la définition du crime contre l'humanité, qui est le fait d'être arrêté, déporté, torturé, etc., séquestré, à raison de l'appartenance à une race, etc., avec des guillemets, réels ou supposés. Et là, il y a eu un débat, parce qu'évidemment, c'était un peu compliqué pour l'autre moitié du train d'admettre qu'elle n'était pas autant victime de Barbie que la moitié juive du train. Et là, donc, le juge n'a pas retenu ces parties civiles, et donc les associations de résistants ont fait appel. L'appel a confirmé ces décisions, et on est allé en cassation, et là, la Cour de cassation a pris une décision juridiquement contestable, mais politiquement qu'on peut comprendre. Elle a considéré qu'on ne pouvait pas couper le train en deux comme les nazis l'ont fait au Struthof quand ils ont... Voilà. Elle a considéré que dans une décision juridiquement... Bon. Mais elle a considéré que des gens qui avaient pris les armes contre une idéologie dont l'objectif était d'exterminer l'autre partie du train étaient éligibles à la définition du crime contre l'humanité. Donc on a tordu un peu la définition, ce qui a créé des tensions entre résistants et associations juives. Les associations juives considérant qu'on avait dénaturé le crime, parce qu'effectivement, quand on regarde objectivement les faits, entre un enfant d'10 yeux, le petit Zuckerberg, le plus jeune, qui avait 3 ans, qui a été envoyé à la chambre à gaz, et un maquisard qui a pris les armes contre les Allemands, on voit bien que la différence du crime, la différence de nature du crime, elle est évidente. On a tué quelqu'un simplement pour le fait d'être né, alors que le résistant, entre guillemets, a pris son risque, il a voulu se battre, et donc on n'est pas exactement dans la même définition. On n'est plus dans la... Voilà, la spécificité de la Shoah, là, a été un élément de débat. Bon, ça a été tranché, tout le monde a été reconnu partie civile, mais ça a fait l'objet d'ailleurs d'un livre d'Alain Finkielkraut sur la mémoire vaine ensuite, sur le fait que certains ont considéré qu'on avait dénaturé la définition précise du crime contre l'humanité. L'historien Stéphane Nivet, auteur du livre 1987, Le procès de Klaus Barbie, juger le crime contre l'humanité, paru aux éditions Midi-Pyrénéennes, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, samedi 15 novembre 2025. Alors le procès s'est déroulé dans des conditions qui ont été quand même assez difficiles, assez dures dans le déroulement même du procès. Alors, quelques épisodes peut-être sans tout dire ce qu'il y a dans le livre. C'est un procès qui s'est tenu donc, du 11 mai 1987 au 4 juillet, donc ça a duré plusieurs mois. On doit beaucoup à Robert Badinter dans l'organisation de ce procès, même si parfois son intervention a été involontaire. Badinter, donc, comme je vous l'ai dit, était victime de Klaus Barbie. Mais quand Barbie est extradé en France, il ne savait pas. Il ne savait pas en 1983 que la personne qui avait envoyé son père à la mort, c'était Klaus Barbie. C'est au cours de l'instruction qu'on a découvert la rafle de la rue Sainte-Catherine, et c'est Serge Klarsfeld et Pierre Truche, le procureur général, qui vont appeler Badinter, garde des Sceaux, pour lui dire « Vous êtes partie civile, si vous le souhaitez ». Et il a dit « Non, je ne vais pas faire ce cadeau à Jacques Vergès de troubler les débats avec une constitution de partie civile du ministre de la Justice. Évidemment, il va s'en saisir pour essayer de pourrir, de créer des incidents de procédure, donc il refuse. Mais il a pris une décision importante. D'abord, la première nuit que Barbie va passer à Lyon en 83, il va le faire enfermer à la prison Montluc, dans les cellules sur le lieu de ses crimes. Ensuite, il a pris une décision, mais ça, il ne pouvait pas le savoir quand il l'a prise, c'est l'abolition de la peine de mort. Puisque jusqu'en 81, le crime contre l'humanité valait peine de mort. Et donc, en purgeant la question de la peine de mort, évidemment, ce n'était pas le même procès. Parce que s'il y avait eu la peine de mort en 1987, toute la question aurait été de savoir s'il fallait guillotiner Klaus Barbie. Et le rôle des témoins, la place de ce procès n'aurait pas été la même. Et puis il a pris une autre décision sans le savoir qui a eu une conséquence importante, c'est qu'en 82, il a supprimé les juridictions militaires. Puisque normalement,
Barbie aurait dû être jugé par le tribunal permanent des forces armées. Et en supprimant les juridictions d'exception, il a permis qu'on juge de manière ordinaire les crimes extraordinaires de Barbie, et c'est sans doute la meilleure réponse d'un État démocratique républicain que d'opposer la justice dans sa simplicité. Ce sont des jurés tirés au sort sur les listes électorales du département du Rhône qui ont jugé un crime contre l'humanité, et c'est sans doute la plus belle réponse de la justice française, et aussi d'avoir permis à Barbie de quitter l'audience, puisqu'au bout de 3 jours, il va quitter l'audience, et Pierre Truche va balayer les partis civils qui s'insurgent en disant il fuit, il veut ruiner ce procès. Il dit non, pas du tout, nous... je constate, c'est ce qu'a dit Truche au procès, vous savez, en 1943, dans les locaux de la Gestapo, les gens n'avaient pas le droit de se soustraire à l'interrogatoire. C'est ce qui nous différencie des États totalitaires, c'est que nous, on permet... les droits de la défense, c'est sacré, sinon il n'y a pas de justice. Et on va permettre à Klaus Barbie de refuser de comparaître. La justice en tirera les conséquences, et c'est l'honneur de la justice de se différencier justement de... Il a été forcé à comparaître simplement 2 ou 3 fois. Et pour des raisons de confrontation, parce que c'est des gens qui n'avaient pas vu à l'instruction. Donc vous remarquez dans votre livre, c'est assez intéressant, que son absence a en quelque sorte libéré les parents. Il faut remercier. Dans la mesure où la présence, quand il a été dans quelques exemples, quand il était obligé de comparaître, sa présence... Il faut remercier Jacques Vergès. Bloquant pour les personnes qui témoignaient, étant donné l'émotion qu'elles avaient à regarder... Qui était face à elle. Il faut remercier Jacques Vergès de cette stratégie de la chaise vide, qui était une stratégie Vergès bien connue, parce que 3 semaines avant le procès Barbie, il avait fait la même chose avec le procès de Georges Ibrahim Abdallah à Lyon, où il lui avait demandé de quitter l'audience. Donc il faisait ça régulièrement pour aller sur ce qu'on a appelé la défense de rupture. Et donc puis Vergès était seul face à 40 avocats. Voilà, il a dû adorer ça. C'était le seul qu'on voyait à l'image. Autre décision dont j'ai oublié de parler pour Badinter, c'est que Badinter a pris la loi de 1987 qui permet de filmer les procès à caractère historique. C'est grâce à lui qu'on a 151 heures de procès filmés, et c'est grâce à lui, et je le dis aussi, on pourra consulter dans quelques années le procès des attentats de 2015. C'est grâce à la loi Badinter qu'on peut filmer la justice. Voilà. Et donc Barbie, en désertant le procès, va libérer la parole des témoins. D'ailleurs, on le voit, on a le contre-exemple, c'est les peu de fois où il est confronté à des témoins, ça se passe très mal, parce que les témoins revivent très mal le fait de se retrouver face à lui, ils l'invectivent, ils refusent de répondre, enfin le témoignage n'est pas bon. Quand Barbie n'est pas là, la parole est totalement libre, et ça a permis de faire autre chose de ce procès que celui de Barbie, mais ça a aussi permis de figer, notamment grâce aux images qui ont été conservées, la parole des victimes. On est toujours dans ce que Annette Vivorka a appelé après le procès Eichmann l'ère des victimes, et on a permis aux victimes de s'exprimer pleinement. Là aussi, la suppression des juridictions militaires, elle a permis qu'il y ait des parties civiles. Si Barbie avait été jugée devant le tribunal permanent des forces armées, il n'y a pas de partie civile devant une juridiction militaire. Là, elles ont pu parler longuement. Les témoins sont venus parfois parler pour la première fois dans le portrait des femmes qu'on a fait dans le livre avec Alain Jakubowicz. Beaucoup d'entre elles n'avaient jamais parlé de ce qu'elles avaient vécu au procès Barbie avant de se retrouver à la barre. Et d'ailleurs, vous signalez que le témoignage des femmes a eu un effet très fort dans l'ambiance générale du procès. Il a été essentiel pour un aspect central du procès, c'est Isieux, c'est la rafle des enfants d'Isieux, puisqu'on a eu à la barre les mères des enfants d'Isieux qui sont venus témoigner. Et je pense qu'on n'aurait pas compris le crime contre l'humanité si ces mères n'étaient pas venues témoigner. Le fait qu'une mère vienne parler de son enfant de 3 ans qu'elle n'a jamais revu, et dont Robert Forisson, le négationniste, disait sur les marches du palais, parce qu'il tractait à l'entrée du procès que les chambres à gaz n'avaient pas existé. C'était ça aussi, le procès Barbie. On avait Forisson sur les marches de l'escalier. Alors quand les mères d'Isieux sont arrivées, on n'a pas vu Forisson, parce que qu'est-ce qu'on répond aux mères d'Isieux en disant ils sont où les enfants alors, voilà, s'ils n'ont pas été exterminés. Et donc le témoignage de ces mères a été évidemment un élément central dans la compréhension de ce que c'est que le crime contre l'humanité, puisque effectivement on comprend qu'on a envoyé des enfants condamnés de naissance. Simplement on a exterminé des gens. On comprend que là on n'est plus dans le crime de guerre, on comprend que Barbie a déclaré la guerre à des enfants, et que là on est dans un crime... Peut-être quelques mots sur physique, cette maison d'Isieux. C'est un crime métaphysique, c'est-à-dire qu'on veut faire disparaître de la surface de la Terre un individu pour le simple fait d'être né. On n'est plus dans
dans des combats, c'est pas les combats du Vercors. C'était une maison où il n'y avait que des enfants, en fait. Là, et en plus, la colonie d'Isieux, qui a été fondée par Sabine Zlatin, qui était une infirmière au camp d'Agde, elle sauvait des enfants sous sa tenue d'infirmière, elle exfiltrait des enfants du camp. Bref, quand ça a été trop tendu à Montpellier et à Agde, elle est montée, elle a trouvé refuge, donc à l'époque à Isieux, qui est sur les contreforts du Bugey, au-dessus du Rhône. Et à l'époque, c'était en zone d'occupation italienne. Et pour des raisons spécifiques à l'Italie, la politique italienne d'occupation à l'égard des Juifs n'était pas la même que celle à l'égard des nazis, non pas par philosémitisme. Mussolini a pris des lois raciales en Italie contre les Juifs. Mais il y avait une forme de nationalisme italien à refuser que les Allemands se mêlent de la zone d'occupation italienne en disant ce sont nos Juifs, on en fait ce qu'on en veut. Et on a à la Maison d'Isieux, dont je suis administrateur, on a dans l'expo des directives italiennes qui écrivent directement aux soldats italiens en disant n'arrêtez pas les Juifs sauf s'ils ont commis un délit. Voilà. Mais dans le même temps, les Italiens sur le Rhône, puisque c'est le Rhône qui délimitait la zone italienne et la zone allemande jusqu'en septembre 1943, empêchaient les Juifs d'aller en zone italienne. Donc c'était vraiment une logique interne aux alliés de l'Axe, on va dire, sur une politique spécifique italienne. En tout cas, ça a permis à nombre de Juifs, au moment de l'invasion de la zone sud en 1942, d'aller en zone italienne, côté Grenoble, côté Savoie, côté Haute-Savoie, puis aussi d'aller passer vers la Suisse. Et donc, Sabine Zlatin avait réuni, au total, on parle souvent d'Isieux pour les 44 enfants qui ont été exterminés, mais Sabine Zlatin, au total, a sauvé 120 enfants. Oui, parce qu'il y en avait qui ont pu passer en Suisse. Il y en a plein qui sont passés, qu'elle a réussi à faire passer vers la Suisse. Donc c'est pas qu'une maison du crime, c'est aussi une maison de sauvetage. J'aime le rappeler à chaque fois parce que on a encore au conseil d'administration de la Maison d'Isieux on a encore des enfants cachés à Isieux qui reviennent, qui sont encore parmi nous. Bon. Voilà, ils sont très âgés et donc on a encore cette histoire-là aussi à raconter de ces maisons de sauvetage, parce que des Isieux, il y en a eu beaucoup, sauf que Isieux, on s'est retrouvé un jour sur la route de la Gestapo. Si vous avez l'occasion de passer dans l'Ain, allez à Isieux, vous verrez qu'il fallait aller les chercher, ces enfants. Elle est introuvable, cette maison. C'est au bout d'une petite route. Voilà. Il fallait vraiment avoir la volonté d'exterminer pour aller jusque-là, les chercher. Du moins, ils n'auraient jamais dû être afflés là. Voilà, bon. Donc le procès se déroule et Barbie est condamné. Quelles sont les conséquences qu'on peut tirer de ce procès? Puis après, on donnera la parole au public là, pour discuter pendant un quart d'heure, 20 minutes. Le procès a marqué, d'abord parce que c'est la première fois qu'en France on jugeait le crime contre l'humanité. Il y avait cette incrimination n'avait jamais été mobilisée dans le cadre d'un procès. C'était la première fois qu'on renvoyait quelqu'un pour ce crime, qui est le crime des crimes, le crime sans nom, comme disait Churchill, crime qui aurait pu être mobilisé d'ailleurs dans les années... Pour le procès de 52 et 54, les juges militaires auraient pu se saisir du crime contre l'humanité, mais il y a toujours eu un peu de... Dans les milieux juridiques, on a créé un crime rétroactif. Ce que Vichy avait fait avec les sections spéciales en créant un crime, un délit, un crime, postérieurement à la commission des faits. Et la non-rétroactivité de la loi pénale, c'est un principe fondateur du droit. On ne peut pas juger quelqu'un en lui appliquant une loi qui n'existait pas au moment où il a commis les faits. Sauf que là, on a été obligé de créer un crime dont on ne pensait pas qu'il existerait un jour. Donc on a fait une exception à ce principe. Et donc il y a une frilosité à mobiliser ce crime. Et puis à l'époque, le condamné pour crime de guerre ou crime contre l'humanité, c'était la peine de mort dans les deux cas. Donc pourquoi s'embêter à mobiliser cette nouvelle incrimination qui posait des questions philosophiques. Et donc, ça a permis, ça a ouvert la voie. Sans le procès Barbie, on n'aurait pas eu le procès Touvier, on n'aurait pas eu le procès Papon, puisque ça a permis d'activer... Alors, c'est des procédures qui ont commencé à peu près dans la même temporalité que celle du procès Barbie, pour René Bousquet, dont l'affaire Maurice Papon, l'affaire... On le sait, a commencé juste avant le premier tour de la présidentielle de 81. Il y avait l'affaire Le Gay, mais Le Gay est mort avant que ça n'aille plus loin. Mais sans ce marqueur-là, sans le procès Barbie, et en plus, on n'aurait pas pu juger des Français collaborateurs, alors extrémistes comme Touvier, miliciens, fanatiques, ou des criminels de papier comme Maurice Papon, si on n'avait pas jugé le nazi avant. Ça donnait aussi, il fallait qu'on ait une crédibilité dans la décision judiciaire,
puisque eux auraient eu beau jeu de dire aussi, vous nous jugez nous, mais les principaux responsables, vous les avez jamais jugés, on n'a pas extradé Barbie, ou voilà. Là, on l'avait fait. Et donc, le précédent Barbie a aussi permis à la fois à l'institution judiciaire et politiquement d'assumer, d'aller au procès. Et donc, on a eu d'autres procès, voilà, Touvier en 1994 et Papon en 1997. Et sans Barbie, on n'aurait pas eu ça. Et puis, ça a eu une conséquence sur la mémoire de la Shoah. Je dis souvent que quand Barbie est entré dans le box le 11 mai 85, dans l'opinion française, c'était le tortionnaire de Jean Moulin. Quand il est ressorti du box le 4 juillet, condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité, c'était l'assassin des enfants d'Isieux. Et ça a changé dans l'opinion publique la relation qu'on avait avec cette période-là. Ça a permis de enfoncer un coin quand même avec le mythe résistentialiste. Parce que malheureusement aussi, on a vu défiler à la barre du procès Barbie toutes les figures de la résistance qui entretenaient encore ce discours d'un pays entièrement résistant. Bon, on a vu au procès que Barbie a été secondé, aidé par des Français. Et donc ça a aussi été un sujet. Et donc c'est vrai qu'il y a des témoignages qui sont vraiment pas bons au procès Barbie. Sans faire offense à Jacques Chaban-Delmas, son témoignage au procès Barbie, il est catastrophique, puisqu'il vient expliquer, il est hors sujet total. D'ailleurs, le président lui dit, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer sur l'affaire ? Parce que, voilà. Non, mais il est venu réciter la doxa gaulliste du mythe, selon lequel toute la France était à Londres et toute la France avait résisté et que Vichy n'avait pas existé. Bon, voilà, le procès avait aussi permis de montrer d'autres choses. Et puis, ça a permis, le procès, de faire entrer un certain nombre de lieux de mémoire qui sont encore là aujourd'hui et d'inscrire la mémoire de la Shoah dans l'espace public de la région lyonnaise. C'est grâce au procès Barbie qu'en 1994 va être créé le musée mémorial de la maison d'Isieux. La maison était restée une maison d'habitation, c'est la famille qui la possédait. C'était une colonie de vacances, en fait, ils la louaient pour les vacances et elle est redevenue leur propriété après-guerre. Donc il a fallu leur racheter la maison, ça n'a pas été simple. Et c'est devenu le musée mémorial qui, aujourd'hui, je suis très heureux de le dire, même si ça me peine, on refuse chaque année 8000 collégiens lycéens parce qu'on n'a pas assez de place. Donc on a une demande très forte. Voilà. On est complet à Isieux. Au bout d'une semaine, les réservations sont pleines pour tous les scolaires de la région. Et on refuse 8000 lycéens et collégiens. Donc, dans le climat actuel, je me dis qu'il y a des raisons d'espérer. Et ça a permis la création de sauver la prison Montluc, qui devait être rasée. Le ministère de la Justice voulait profiter du prix au mètre carré dans le quartier de la Pardieu pour faire des immeubles d'affaires. Et c'est les associations de résistants et Jean-Olivier Vieux, qui était l'adjoint de Pierre Truche au procès Barbie, qui ont sauvé et qui ont permis que ça devienne un mémorial, qui est maintenant propriété du ministère des Armées. C'est l'ONAC. Vous pouvez aller gratuitement visiter le mémorial, le musée mémorial de Montluc. Et ça a passé un peu la même chose avec la prison Saint-Michel à Toulouse, qui a été un lieu aussi d'internement de résistants. Sinon, ça aurait été rasé, ça aurait été quand même dommage. Il y a quand même 10 000 personnes qui sont passées par la prison Montluc, dont des grandes figures de la résistance, mais il y a aussi tous les anonymes. Évidemment, ça va de Jean Moulin aux enfants d'Isieux, mais voilà, il fallait garder ce lieu. Et puis ça a permis immédiatement, rapidement après, Alain Jakubowicz va être élu adjoint aux droits de l'homme de Michel Noir en 1989. Et il avait sa lettre de mission comporte deux choses qui était un des avocats. Qui était avocat des parties civiles, qui était l'avocat du consistoire au procès Barbie. Et il avait deux choses dans sa lettre de mission. C'était la création du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, qui se trouve au 14 avenue Berthelot aujourd'hui, dans les anciens locaux de la Gestapo, là où sévissait Klaus Barbie. Et la deuxième partie de sa lettre de mission, c'était que Lyon se dote d'une grande mosquée, puisqu'il y avait un problème. Les musulmans à Lyon n'avaient pas... Et Michel Noir voulait que ce soit un adjoint juif, avocat au procès Barbie, qui construit. Et peu de gens le savent, mais c'est grâce à Alain Jakubowicz qu'il y a la grande mosquée à Lyon, considérant qu'il fallait aussi apaiser sur une autre mémoire par rapport notamment à la guerre d'Algérie et que les musulmans à Lyon, voilà. Donc c'était ces deux objectifs, il les a remplis. Et il a inauguré le CHRD le 14 octobre 1992 en présence de Jacques Chaban-Delmas et d'Élie Wiesel pour que les deux mémoires soient représentées. Chaban pour la résistance, Élie Wiesel pour la Shoah, et avec Mario Suarez qui était là. Et au moment de l'inauguration, ça a été
c'est un héritage du procès Barbie. Michel Noir a décidé de faire un immense colloque dans la halle Tony Garnier sur la résistance et les résistances en 1992. Et on s'est retrouvé avec tous les résistants. Il y a eu des tables rondes magnifiques, il y a des actes de ce colloque qui ont été publiés, qui sont magnifiques, sur la question Israël-Palestine, où on a des gens qui sont autour de la table et qui discutent du sujet. On a des gens de Pologne qui viennent parler de la situation en Pologne. On a des gens qui viennent du Chili pour parler de Pinochet. Et donc, ils ont fait ce truc qui est absolument formidable. Je vous invite à lire les actes de ce colloque. Et ça aussi, c'est un héritage du procès Barbie. C'est que il y a des graines qui ont été plantées à Lyon sur ce sujet-là et on essaie de les faire grandir aujourd'hui en parlant. Voilà, merci peut-être Stéphane de cet exposé. Et si vous voulez maintenant, on peut faire une petite discussion avec le public. Stéphane ensuite sera ravi, si vous le souhaitez, de dédicacer le livre que vous trouverez à l'entrée. Bon, d'abord, toutes mes félicitations et à la fois pour la précision de tout ce que tu as dit et l'émotion en fait qui a saisi certainement tout l'auditoire. Alors, je voulais te demander si le procès Barbie avait permis de clarifier définitivement l'arrestation de Moulin. Est-ce que René Hardy, qui vivait à cette époque-là encore, non, il était mort, bon, tant mieux. Mais bon, est-ce que... Voilà. Alors ça a été un des éléments du débat puisque judiciairement l'affaire Jean Moulin n'a jamais été jugée en dehors du procès Hardy et on doit à la vérité judiciaire et en ces temps où on conteste beaucoup l'autorité de la chose jugée, je ne voudrais pas moi-même me livrer à un jeu qui consisterait à la bafouer. Judiciairement, René Hardy est innocent des crimes dont on l'a accusé, il a été innocenté 2 fois. Dans des conditions qu'on peut critiquer, mais c'est la chose jugée. Il est judiciairement innocent. Historiquement, c'est plus compliqué. On a des éléments qui tendent à accréditer l'idée que s'il n'est pas forcément le seul responsable de cette mécanique qui est très complexe de l'affaire de Caluire, en tout cas, on sait qu'il a pris parti à cette affaire. Jusqu'où est-ce qu'il l'a fait consciemment ? Est-ce que Hardy a livré des informations à Klaus Barbie sous contrainte ? C'est aussi une hypothèse. Qu'est-ce qu'on fait quand on est résistant, qu'on est arrêté, relâché, et que Barbie vous dit, par exemple, « Je tue votre famille si vous ne collaborez pas avec moi. Je ne voudrais pas me retrouver dans cette situation. » Est-ce que Hardy a trahi parce qu'il était sous contrainte ? Voilà, on ne le saura jamais. Mais ça a été une stratégie de Vergès qui a voulu, dans les témoins cités par la défense, il a fait citer Raymond Aubrac. Et donc Raymond Aubrac s'est retrouvé dans une position très inconfortable d'être cité par Klaus Barbie à témoigner à son procès. Et Aubrac arrive au procès en disant « Je suis cité par la défense, mais pas pour la défense. » Voilà. Et toute la stratégie de Vergès, c'est essayer de rouvrir le dossier Jean Moulin pour cacher évidemment tout le reste. Voilà. Il y a même du coup une instruction qui est réouverte à ce moment-là sur l'affaire Moulin, qui va être classée sans suite. Vergès, pour faire diversion, avait promis des révélations au moment du témoignage de Raymond Aubrac en disant « Vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez enfin savoir », suggérant que ce serait Aubrac le responsable de l'arrestation. Donc la presse, voilà. Et à un moment donné, il essaie de le coincer sur une question d'emploi du temps de Raymond Aubrac sur un détail, évidemment. Et Aubrac ne se souvient plus, 44 ans après, de savoir ce qu'il faisait à 11h le 11 mai 43. Voilà, bon. Et il dit, je constate, monsieur Aubrac, vous avez des trous de mémoire, et ces trous de mémoire, ils cachent des choses. Voilà. Et Aubrac a une réponse admirable à l'égard de Jacques Vergès. Il dit, j'ai peut-être des trous de mémoire, mais contrairement à vous, je n'ai pas un trou de 8 ans dans mon curriculum vitae. On sait où j'étais durant toute ma vie. Contrairement, et là, ça a terminé le débat, ça a fait rire la salle, et ça a réglé définitivement la question Aubrac. Mais il y a eu la volonté de la part de Vergès de faire diversion sur l'affaire Moulin, mais sur l'affaire Moulin, on reste dans l'état actuel d'un dossier qui n'a pas eu de conclusion judiciaire. Personne n'a été condamné pour l'arrestation, les tortures et la mort de Jean Moulin aujourd'hui. Et je pense que, en dépit du travail considérable qui a été fait par Daniel Cordier et de tout ce qui a été fait autour de Jean Moulin, de tout le travail qui a été fait, et maintenant les archives, sauf si on retrouvait des archives, voilà, mais enfin,
toutes les archives de la Seconde Guerre mondiale sont ouvertes désormais. Voilà, pour l'instant, on a des faisceaux d'indices graves et concordants qui n'ont pas permis de faire condamner René Hardy, donc il est judiciairement innocent, historiquement. Voilà. Mais non. La justice des années 50, il faut savoir quand même que le deuxième procès Hardy, c'était devenu un procès politique, puisque Hardy était membre de Combat. Et évidemment, Henri Freinet, le fondateur de Combat, vous imaginez la problématique qu'allait se poser à lui si un membre de Combat avait été condamné par la justice française pour avoir balancé Jean Moulin. C'était un sujet. Donc, il a politisé le débat. Il a fait signer des pétitions dont tous les anciens de Combat. Albert Camus a signé la pétition pour soutenir René Hardy. Parce que là, on ne défendait plus René Hardy. Il fallait défendre Combat. Et il a obtenu aussi, à une voix près, on le sait maintenant, la décision de justice favorable à Hardy dans un contexte où il y a eu une pression considérable qui a été faite dans l'opinion sur le fait qu'il ne fallait pas condamner Combat. Voilà. On évoque toujours la filière d'évasion vaticane, et dont un évêque ou un archevêque, je ne sais, qui était ouvertement pro-nazi. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur Dragonovitch, oui. C'est quelqu'un qui avait... Alors c'est un peu comme Touvier, c'est-à-dire que on n'a pas de trace d'une participation globale, il n'y a pas de directive du Vatican pour exfiltrer les nazis. En revanche, ces prêtres, donc Draganovitch qui a permis à Barbie de partir depuis Gênes, prendre le bateau jusqu'en Argentine, ses actions, sa contribution à la filière des rats, elle était connue du Vatican. C'est-à-dire qu'il y a eu une approbation par le silence du Vatican, est à mon avis un peu coupable, mais en tout cas c'est pas une politique organisée du Vatican, mais beaucoup de cadres, c'est comme pour Touvier, ont pris fait et cause pour d'anciens nazis, le moteur principal étant l'anticommunisme, en disant qu'il fallait sauver ces gens-là au nom de la guerre froide et du combat contre les communistes. Voilà. Alors nazis et leurs collaborateurs, oui, parce que Dragonovitch, il a sauvé aussi beaucoup effectivement d'auxiliaires et complices et acteurs de la répression en Europe. Et voilà, il y a une responsabilité qu'on connaît, mais c'est comme pour Touvier, c'est pas une responsabilité. Il n'y a pas eu un plan concerté, si je veux reprendre une terminologie connue dans ces sujets, de l'Église catholique pour les sauver. En tout cas, on a fermé les yeux sur les prêtres dont on savait qu'ils faisaient ça. La Croix-Rouge aussi. D'autres questions ? Ça a été évoqué, on a Barbie, Touvier, Papon. Est-ce qu'on a fait le tour avec ces trois grands procès dont on a pu revisionner il n'y a pas longtemps à la télé publique, et je trouve que c'est intéressant. Au musée d'ailleurs à Lyon, on est accueilli par une salle qui projette le procès Barbie, donc c'est très important. Est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette ? Est-ce qu'avec ces trois procès, on a fait donc l'occupant, on a fait le militant politique, Touvier, et on a fait le fonctionnaire. Est-ce qu'on a fait vraiment... Toutes les figures sont passées, ou est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Ça dépend à quel niveau on veut placer le curseur en termes de responsabilité. Il y a eu une épuration après-guerre de les auxiliaires... tous les auxiliaires français de Barbie, quasiment, ont été passés par les balles au fort de la Duchère. Voilà. Le travail a été fait, je dirais, sur les collaborateurs... Voilà. Après, il y a la zone grise de la collaboration du type qui fait une lettre anonyme et qui va dénoncer le voisin juif du 4e étage. Celui-là, voilà. Puisqu'on a jugé Papon pour des directives qui ont conduit in fine, on pourrait aussi se dire qu'on a... Là, la justice n'a pas été jusqu'au bout, mais là, on est allé... Il fallait juger beaucoup de Français. Moi, j'ai des scènes de témoignages, de descriptions où on faisait la queue devant la Gestapo, parce que c'était rémunéré. Un juif dénoncé, c'était 5000 francs de l'époque. Et donc, les gens faisaient la queue avenue Berthelot pour aller dénoncer. Gueule Tordu, qui était l'adjoint français de Barbie, a raconté, il était très bavard, lui, au moment où il savait qu'il allait mourir. Il ne savait plus quoi faire des biens confisqués qu'il redistribuait aux gens qui dénonçaient les juifs. C'est-à-dire qu'il les payait en nature. Prenez la commode, prenez le tableau, ils étaient payés comme ça. Donc, il y a eu... voilà. Et cette partie-là de la collaboration, elle était, à mon avis, la juger, ça aurait quand même posé
voilà, on s'est quand même retrouvé à ce que le procureur général requérant la peine de mort contre Philippe Pétain avait prêté serment au maréchal 2 ans avant. Hein. Donc voilà, donc la participation, non, mais symboliquement, la justice a effectivement fait le travail, même si des Maurice Papon, il y en a eu plein d'autres. Les zones sont grises. On a des sous-préfets qui, à la fois, ont aidé à cacher des juifs et en même temps, voilà. Je vais vous citer un exemple. C'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est historiquement vrai. Jean Moulin, juste avant d'être sorti des cadres le 1er novembre 1940, il avait fourni, par délégation de signature, mais la liste des juifs d'Eure-et-Loir. Voilà. Et c'est comme ça. Après, c'est la destinée et le chemin que les uns et les autres ont pris. Le général Frère, mort en déportation, la plus grande caserne militaire de Lyon, porte son nom. Le général Frère, il a condamné à mort le général de Gaulle. Voilà. Delatte de Tassigny, gouverneur militaire ici. Delatte de Tassigny qui se retrouve jugé par le tribunal d'État présidé par Joseph Darnan en janvier 1943, condamné pour avoir trahi parce qu'il a voulu se battre au moment de l'invasion de la zone sud. Il a une lecture très précise de la convention d'armistice en disant on n'envahit pas, on nous déclare la guerre, il faut se battre. Mais lors de l'érafle de l'été 1942, Delattre, il a escorté les convois. Ce que n'a pas fait le gouverneur militaire de Lyon, Pierre-Robert de Saint-Vincent, qui lui a refusé d'escorter le convoi des enfants de Vénissieux, du camp de Vénissieux, des déportés de Vénissieux. Il a été révoqué. Delattre l'a pas fait. Alors par contre, Delattre, après, a pris le... Voilà. On est dans une période où, voilà, après, le jugement devient moral. Et il faut regarder aussi les parcours des uns et des autres à l'aune de ce qu'ils ont fait. François Mitterrand a été un authentique pétainiste à Vichy et un authentique résistant dans la résistance. Voilà. Et c'est un sujet qui va encore faire couler beaucoup d'encre chez les historiens pendant de nombreuses années parce que voilà. Donc au moins on a jugé des symboles. Le grand raté malheureusement, mais là c'est Bousquet. Parce que là Bousquet, on n'était pas dans l'échelon. C'était quand même c'est lui qui a reçu Heydrich pour signer le nombre de juifs qu'il fallait arrêter pour la rafle du Veldiv. C'est ça la rencontre en mai 1942. Voilà. J'aurais voulu être une petite souris. Je raconte souvent cette anecdote de quand Le Chagrin et la Pitié est sorti en 1971. Interdiction de passer à la télé française avec le veto de Simone Veil qui voulait pas qu'on parle de ça. Bon, c'est une autre histoire. Il est diffusé dans un seul cinéma à Paris, le Saint-Séverin, dans le quartier latin. Et toute la gauche française, drapée dans l'idée qu'il fallait pas censurer Ophuls, va aux séances du Chagrin et la Pitié. Et dans une des premières séances, Mitterrand y va avec son ami René Bousquet. Bousquet ne sait pas que dans le film, au bout d'1h40, il y a une archive que personne n'avait plus jamais vue et que Ophuls a exhumé des actualités de l'époque, où on voit Heydrich arrivant au Bourget et embrassant René Bousquet, lui serrant la main, voilà, avec Hilaire, le secrétaire général à l'administration, avec François de Brinon, et là, j'avoue que j'aurais voulu... Alors Mitterrand devait être sacrément emmerdé, mais Bousquet encore plus, parce qu'il est ressorti du cinéma. Évidemment, tout le monde savait qui il était, et d'ailleurs, la banque Indo-Suez pour laquelle il travaillait était coproductrice du Chagrin et la Pitié. Et Ophuls a raconté après qu'ils ont appelé le producteur, pour dire va falloir couper la séquence là quand même. Et ben le producteur a tenu bon, il a dit je préfère perdre vos financements que de retrancher cette séquence. Et au final, ils n'ont pas retiré les financements, mais ils étaient sacrément emmerdés. Bon, ils ont dû plaider parmi ceux qui ont voulu la censure du Chagrin, et le Chagrin et la Pitié est passé en septembre 81 à la télévision française quand Serge Moati a été nommé directeur des programmes de France 3. Et c'est Serge Moati qui me l'a raconté. La veille de la diffusion, il reçoit un coup de fil de Simone Veil et il m'a dit « Je me suis jamais fait engueuler comme ça ». Elle l'a pourri. Voilà, elle m'a tout dit. Elle m'a dit que c'était une honte. Elle ne voulait pas qu'on parle des Français qui avaient collaboré. C'était un traumatisme pour elle. Et il m'a dit « Je me suis pris une avoinée de Simone Veil ». Voilà. Mais le Chagrin est passé quand même à la télé en 81. Voilà.
Et est-ce qu'il y a eu de la répression par rapport aux autorités civiles françaises, le préfet, le maire de Lyon, etc. Oui, alors, le préfet Angély, qui a été le principal préfet collaborateur, a été condamné. Alors, à l'époque, il valait mieux être condamné en 48 qu'en septembre 44. Oui. Angély et l'intendant de police, qui a joué un grand rôle dans les rafles de l'été 42, puis dans ce qui s'est passé avec Barbie. On a même les comptes rendus, on a même les dîners de ce qu'ils bouffaient l'intendant de police et Barbie chez Knab, où c'était la belle vie pour l'intendant de police. Cussonac, il est passé par les balles en octobre 44, lui, ça a été jugé. C'était pas encore la haute cour, donc c'était la cour martiale, donc là, ça allait vite. Le préfet Angély a été condamné à mort, il a fait appel de sa condamnation, il y a eu un pourvoi, je crois, et sa peine a été commuée en travaux forcés, et la plupart de ces cadres-là n'ont pas été... D'ailleurs, je le dis dans le livre aussi, les adjoints de Barbie qui ont été jugés, ceux qu'on a pu arrêter, qui ont été jugés en 52-54, qui étaient là. Vincent Auriol, je le disais tout à l'heure, a eu la grâce facile, et ce qui a achevé le tout, c'est les accords de l'Élysée en 63, où là, De Gaulle a liquidé, a purgé le passif avec les prisonniers nazis en France, et a gracié Abetz, d'autres, voilà, qui se sont retrouvés libérés juste avant le traité de l'Élysée pour purger le problème. Donc voilà. Mais non, les préfets qui ont vraiment collaboré ont été condamnés, mais les exécutions, j'ai pas refait la prosopographie des préfets. Je sais pas combien auraient été exécutés, mais à mon avis, pas beaucoup. J'ai posé la question parce que s'agissant de Toulouse, le préfet qui s'appelait Chénaud de Léritz, qui a été préfet pratiquement de fin 40 jusqu'à juin 44, a été rayé des cadres à la Libération, dans le cadre effectivement des purges, mais ensuite il a retrouvé une activité, il était lié aux milieux coloniaux avant-guerre, donc il a retrouvé une activité là-dedans. Et surtout, il s'est retrouvé directeur d'une entreprise toulousaine dans les années 60 qui s'appelle Dufour et Higon. Il est revenu donc d'une certaine manière à Toulouse. Et il a fini sa vie maire de sa commune en Normandie en 1975, enfin dans les années-là. Il a été réélu 7 ou 8 fois de suite. Le cas emblématique. Et il a été responsable de déportation de juifs. Enfin, le mandement de Monseigneur Saliège, c'est entre autres contre les décisions qu'il avait prises. Et ça, c'est passé complètement à l'as. Il a fini sa carrière très brillamment. Quoi. Le cas emblématique, c'est quand même Papon, secrétaire général de la préfecture qui signe les ordres de déportation des convois et qui va se retrouver ministre, préfet de police, ministre du budget de Raymond Barre, et avec une carrière trésorier du RPR aussi à une époque. Là. Et donc avec ce qui m'a permis d'ailleurs de relire a posteriori quand même les positions de Raymond Barre à la fin de sa vie, où tout n'était pas excusable du fait de la vieillesse. Voilà. Bon, mais merci encore. Je vous rappelle que ce petit livre de Stéphane Nivet, donc consacré au procès Barbie, est à l'entrée. Vous pouvez l'acheter et Stéphane se fera un plaisir de vous le dédicacer pendant quelques minutes. Merci en tout cas pour votre présence. Vous avez pu écouter une rencontre avec Stéphane Nivet autour de la parution aux éditions Midi-Pyrénéennes de 1987, le procès de Klaus Barbie, jugé le crime contre l'humanité. Enregistré samedi 15 novembre 2025 à la librairie Ombre Blanche et réalisé et mis en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.